Ma femme et moi nous sommes mariés il y a 2 mois. Nous sommes tous les deux de cultures et d'ethnies différentes. Dans sa culture, il est normal de vivre avec ses parents. Nous avions discuté de l'idée d'emménager avec ses parents après notre mariage, mais je n'étais pas très à l'aise avec cette idée. Je suis né et j'ai grandi en Amérique. Mes parents sont venus ici dans la vingtaine pour réaliser leurs rêves. Quand j'avais 19 ans, je suis parti de chez eux et ils ont soutenu ma décision. Alors, je lui ai dit que je n'aimais pas l'idée de vivre avec mes beaux-parents. Elle m'a dit que c'était une partie importante de sa culture. Je lui ai dit que je respectais nos différences culturelles, mais que je ne ferais pas de compromis là-dessus. Je voulais que nous ayons de l'intimité, et j'avais visité son appartement. Nous ne tiendrions pas tous là-dedans. À ce moment-là, je pensais que ses parents vivaient avec elle. Elle avait aussi donné cette impression. Elle m'avait dit qu'elle avait grandi ici. Finalement, nous avons trouvé un compromis, et elle m'a demandé d'essayer pendant quelques mois. Si je n'étais pas à l'aise, nous pourrions déménager. Alors, j'ai accepté. Nous avons eu une petite cérémonie quand nous nous sommes mariés, mais c'était magnifique. J'ai emménagé dans son appartement, et sa famille était extrêmement gentille. Je ne sentais pas que quelque chose n'allait pas. Sa mère et elle parlaient souvent dans leur langue maternelle, et j'étais curieux. Je lui ai demandé de me l'enseigner, mais elle refusait et disait que ce n'était pas nécessaire. Je lui ai dit que je voulais faire partie de leur conversation aussi, mais elle ne me l'enseignait toujours pas. Le temps a passé, et j'ai pris quelques cours en ligne, mais j'étais encore en train d'apprendre. Je ne comprenais que quelques phrases et mots. Ma femme et moi travaillions tous les deux. Cela faisait environ 1 mois et demi que nous étions mariés, et ma belle-mère ne cessait de lui dire de le faire. C'était la seule phrase que je comprenais. Quand je la regardais, elle me souriait simplement de manière gênée. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je lui posais des questions, mais elle m'évitait toujours, disant qu'elle me le dirait plus tard. Au fil des jours, ma belle-mère devenait de plus en plus anxieuse à ce sujet. J'ai essayé de lui demander, mais elle ne me donnait pas de réponse non plus. J'en avais assez. Nous n'étions même pas encore partis en lune de miel. Je voulais aller à l'étranger, mais elle refusait catégoriquement, disant qu'elle était occupée par le travail ou inventant une excuse similaire. Un jour, je parlais avec une collègue de travail. Elle venait du même pays que ma femme, mais je ne l'avais jamais entendue parler sa langue maternelle. Je lui ai demandé au hasard si elle parlait la langue, et elle a dit oui. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à traduire quelques phrases, et elle a dit bien sûr. Je savais que ce n'était pas bien, mais j'allais les enregistrer. Je vivais avec elle depuis presque 2 mois, et je n'aimais pas être toujours exclu des conversations. Je savais qu'il se passait quelque chose et j'allais découvrir quoi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma collègue, avec les écouteurs branchés à son ordinateur portable, traduisait les enregistrements que j'avais réalisés en secret des conversations entre ma femme et ma belle-mère. Chaque mot faisait sombrer un peu plus mon cœur dans ma poitrine. Ce n'était pas de simples discussions anodines sur le quotidien ou des projets d'avenir. C'était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma femme et ma belle-mère prévoyaient de m'utiliser. Je n'étais qu'un moyen pour parvenir à leur fin. Apparemment, ma belle-mère croulait sous les dettes, et ma femme, bien qu'ayant grandi ici, avait conservé des liens forts avec sa culture d'origine. Elle avait été poussée à trouver une solution. Et cette solution, c'était moi. Elles avaient besoin de quelqu'un pour les soutenir financièrement, quelqu'un qui pourrait payer les dettes familiales et leur garantir une vie confortable. J'étais la cible idéale, un Américain naïf, passionné, prêt à tout pour la femme qu'il aimait. Mais ce n'était pas tout. Il y avait encore plus. Beaucoup plus. Ma belle-mère était malade, ce que je n'avais jamais su. Elle avait besoin d'un traitement coûteux, et ma femme avait accepté de m'épouser pour s'assurer que je paierais tout. Elle riait dans les enregistrements, se moquant de ma naïveté. Ma femme disait des choses comme « Il est si facile à manipuler. Il croit tout ce que je lui dis. » Et ma belle-mère répondait « Tu as bien fait de le choisir. Il est faible, mais il a de l'argent. » Je me suis senti trahi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tout ce que nous avions construit ensemble, tous les moments que nous avions partagés, toutes les promesses que nous nous étions faites, n'étaient qu'une mascarade. Je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Et le pire dans tout cela, c'est que j'étais réellement tombé amoureux d'elle. J'avais placé ma confiance en elle, j'avais ouvert mon cœur et ma vie pour elle, et elle avait utilisé tout cela contre moi. Je ne savais pas quoi faire. Ma première réaction a été une rage pure. Je voulais la confronter immédiatement, exposer ses mensonges et lui prouver que je n'étais pas l'idiot qu'elle croyait. Mais quelque chose en moi m'a retenu. J'avais besoin de réfléchir calmement. J'avais besoin de planifier mon prochain mouvement. Si elle jouait à un jeu avec moi, alors je jouerais aussi. Et je jouerais pour gagner. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai continué à agir comme si j'étais heureux et insouciant.
J'ai même commencé à montrer un intérêt accru pour apprendre leur langue, juste pour les maintenir sur leur garde. Ma femme semblait surprise mais satisfaite de ma nouvelle attitude. Elle n'avait aucune idée que je connaissais la vérité. Pendant ce temps, je commençais à planifier ma vengeance. D'abord, il fallait sécuriser ma situation financière. J'avais déposé une somme importante sur un compte commun avec ma femme, mais je savais maintenant que je ne pouvais plus lui faire confiance. Lentement, j'ai commencé à transférer l'argent vers mon compte personnel, inventant des excuses sur des investissements ou des dépenses imprévues. Elle n'a rien suspecté. Ensuite, j'ai commencé à collecter des preuves. J'ai enregistré davantage de conversations, pris des photos de documents et même suivi ma femme lors de certaines de ses sorties. J'ai découvert qu'elle était en contact avec un avocat, probablement pour planifier comment me mettre dans la pire situation possible si je découvrais la vérité. J'ai également découvert qu'elle avait un compte bancaire secret, où elle mettait de côté l'argent que je lui donnais pour les dépenses ménagères. Avec le temps, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il était temps d'agir. Une nuit, après le dîner, je me suis assis avec elle dans le salon. J'étais calme et déterminé. Elle semblait détendue, sans se douter de ce qui allait arriver. « Il faut qu'on parle », ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Elle a froncé les sourcils, mais a acquiescé. « Bien sûr, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à jouer les enregistrements. Son expression a immédiatement changé. Elle est devenue pâle, et j'ai vu la peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, essayant de garder son calme. « C'est toi et ta mère en train de planifier de m'utiliser ?» ai-je répondu, d'une voix ferme. « Je sais tout. Je sais pour les dettes, pour la maladie de ta mère, pour le fait que tu t'es marié avec moi uniquement pour l'argent. » Elle a tenté de nier, mais j'ai continué. « Ça ne sert à rien de mentir. J'ai des preuves de tout. Des enregistrements, des documents, des photos. Je sais que tu as un compte bancaire secret. Je sais que tu planifiais de me laisser dans la pire situation possible. » Elle a commencé à pleurer, mais je n'ai pas été ému. « Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu as utilisé mon amour et ma confiance contre moi. Et maintenant, tu vas payer pour ça. » Je lui ai expliqué que j'avais déjà consulté un avocat et que j'étais prêt à porter l'affaire devant la justice. J'avais toutes les preuves nécessaires pour m'assurer qu'elle et sa mère ne reçoivent pas d'un centime de moi. De plus, j'étais prêt à exposer leur mascarade à tous nos amis et connaissances. Elle a supplié, cherchant mon pardon, disant qu'elle était désespérée et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Mais je ne voulais plus entendre d'excuses. J'avais été dupé, trahi et humilié, et maintenant, c'était à mon tour de reprendre le contrôle. Dans les jours suivants, j'ai déménagé dans un hôtel et entamé le processus de divorce. Mon avocat s'est assuré que je sois protégé sur tous les plans, et j'ai coupé tout contact avec elle et sa famille. J'ai également révélé la vérité à nos amis communs, veillant à ce que personne d'autre ne tombe dans leur piège. C'était une période difficile, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Je m'étais libéré d'une relation toxique et manipulatrice, et je pouvais enfin recommencer à zéro. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois cette expérience comme une leçon précieuse. J'ai appris l'importance de faire confiance à mes instincts et de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la vérité. J'ai aussi appris que, peu importe la douleur d'une trahison, il y a toujours un moyen de se relever et d'avancer. Je la regardais, assise en face de moi, en train de sangloter, essayant de me convaincre que tout n'était qu'un malentendu. Mais je ne ressentais rien d'autre que du mépris. Chaque larme semblait calculée, chaque mot vide de sens. Je voulais qu'elle sache combien elle avait tout perdu, et qu'elle n'aurait plus jamais aucun pouvoir sur moi. « Tu m'as trahi », dis-je fermement. Et je ne l'oublierai jamais. Mais maintenant, c'est mon tour. Ce soir-là, avant d'aller nous coucher, elle a tenté de se rapprocher de moi. Elle essayait d'agir comme si nous étions encore un couple, mais je l'ai repoussée d'un simple regard. « Ne me touche pas », ai-je murmuré, et elle s'est reculée. Nous avons dormi dans le même lit, mais ce fut la dernière fois. J'étais décidé à agir. Le lendemain, sans dire un mot, j'ai appelé mon avocat et expliqué la situation. Il a été choqué par le niveau de manipulation et m'a conseillé sur la marche à suivre. J'ai contacté la banque pour bloquer tout mouvement sur le compte joint qui pouvait encore exister. Je n'allais pas laisser un seul centime tomber entre ses mains ou celles de sa mère. J'ai également transféré tous les biens à mon nom dans un fonds protégé. C'était la première étape pour m'assurer que je sortirais de cette situation sans rien perdre. Pendant ce temps, j'ai continué à faire semblant. Pendant des jours, j'ai agi comme si tout était normal, ajoutant même une touche de fausse affection pour qu'elle baisse sa garde. Elle semblait commencer à croire que j'envisageais de lui pardonner. Mais à l'intérieur, je savourais chaque détail de mon plan. Une semaine plus tard, tout a commencé. Au travail,
J'ai demandé du temps pour régler des affaires personnelles et j'ai utilisé cette période pour rassembler tous les documents nécessaires à la fin de notre relation. J'ai engagé des enquêteurs privés pour découvrir encore plus de détails sur les stratagèmes qu'elle et sa mère avaient mis en place. Je voulais m'assurer que rien ne serait laissé au hasard. Et puis, le jour est arrivé. Je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude, avec tous les papiers en main. Elle était assise sur le canapé, regardant son téléphone. Quand elle m'a vu, elle a souri, comme si de rien n'était. « Salut, mon amour », a-t-elle dit, mais le son de ces mots m'a fait bouillir de rage. « Nous devons parler », ai-je dit, en jetant les papiers sur la table. Elle m'a regardé, confuse, et j'ai vu le moment où elle a compris. Elle a commencé à trembler, essayant de saisir les papiers, mais je les ai retirés. « Ce sont les papiers du divorce », ai-je continué calmement. « Et je te conseille de les signer sans essayer d'inventer des excuses, parce que tu n'as aucune issue. » Elle a commencé à supplier, des larmes fausses coulant sur son visage. « S'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime, je n'ai fait ça que parce que j'étais désespéré. Ma mère avait besoin d'aide. Ta gueule, ai-je coupé froidement. Il n'y a pas d'amour ici. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé. Et maintenant, tu vas payer pour ça. » Elle a essayé d'argumenter, mais j'ai posé mon téléphone sur la table et appuyé sur play. Les enregistrements ont commencé à jouer, chaque mot exposant le plan qu'elle et sa mère avaient orchestré. J'ai vu la panique s'emparer d'elle alors qu'elle entendait sa propre voix parler de combien j'étais facile à manipuler et faible. « Tu savais exactement ce que tu faisais ?» ai-je poursuivi. « Et tu savais que si je découvrais tout s'effondrerait. » Eh bien, nous y sommes. Elle est restée silencieuse un moment avant d'exploser enfin. « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Que je parte et que je laisse ma mère mourir? Tu crois que tu vaux mieux que moi? » J'ai ri, d'un rire amer. Ce n'est pas mon travail de sauver ta mère. Et ce n'est certainement pas mon travail de vous entretenir toutes les deux pendant que vous riez de moi dans mon dos. Je me suis levé et j'ai pris les papiers. J'ai déjà pris toutes les précautions nécessaires. Toi et ta mère n'aurez rien de moi. J'ai déjà averti la banque, la police et mon avocat. Et d'ailleurs, tu as jusqu'à la fin de la semaine pour quitter cet appartement. Il est à mon nom maintenant. Elle était sous le choc, mais je n'avais pas fini. Et une dernière chose, tous nos proches, tous tes amis, sauront qui tu es vraiment. Je vais m'assurer que personne d'autre ne tombe dans le même piège que moi. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et je suis allé dans un hôtel. Je ne voulais pas passer une seconde de plus dans cette maison. Elle m'a appelé des dizaines de fois, mais j'ai bloqué son numéro. Ma décision était prise. Dans les jours qui ont suivi, j'ai finalisé le divorce. Mon avocate m'a informé qu'avec toutes les preuves que j'avais réunies, elle n'avait aucun moyen de contester quoi que ce soit. Pendant ce temps, j'ai publié les enregistrements de façon anonyme sur des forums et des réseaux sociaux où elle et sa mère étaient connues. Les réactions ont été dévastatrices pour elles. Leurs amis et proches ont commencé à s'éloigner, et les rumeurs ont rapidement circulé. Au final, elles se sont retrouvées seules, exactement comme elles le méritaient. Sa mère a dû vendre ce qui lui restait pour rembourser une partie de ses dettes, et mon ex-femme a tout essayé pour reconstruire sa vie, mais les dégâts étaient faits. Plus personne ne leur faisait confiance. Quant à moi, j'ai recommencé à zéro. J'ai déménagé dans une autre ville, acheté un nouvel appartement et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. En y repensant, je réalise que la plus grande vengeance a été de reprendre ma vie en main et de les laisser sombrer dans le chaos qu'elles avaient créé. Elles ont essayé de me détruire, mais au final, elles ont été détruites par leur propre choix. Et moi, j'ai avancé, plus fort que jamais.